Bonjour à toutes et à tous. Chaque lundi, Tech Hebdo sur la chaîne Tech & Co, 26 minutes pour tout comprendre sur l'actu de ces derniers jours, avec bien sûr mon camarade Jérôme Colombin qui est là. Salut Jérôme. Salut François, bonjour à tous. Voici le sommaire de ce Tech Hebdo. Tout d'abord François, impossible de ne pas revenir sur l'actu de la semaine, le rachat de Twitter par Elon Musk qui s'appelle. Ah, c'est lui. Que va-t-il faire de Twitter? Très concrètement, on verra ça tout à l'heure. Et puis Jérôme, attention, accroche-toi, c'est bientôt la flambée des prix des abonnements de streaming. Audio, vidéo, tout augmente. On fera le point dans l'actu dans quelques instants. Ça va douiller. Notre rendez-vous Tech Care a une invention passionnante pour aider les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer avec une application qui diffuse de la musique. C'est et on cède du rythme. Exactement. Merci d'être là. C'est parti pour Tech Hebdo sur la chaîne Tech & Co. Évidemment, c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouve sur Tech & Co, la chaîne, sur les box, évidemment sur YouTube, pour vos 26 minutes d'actu tech hebdomadaire. On va commencer tout naturellement, précisément par l'actu. Et pour l'actu, François, deux éminents spécialistes de la rédaction de Tech & Co nous ont rejoints. Oui, avec Julie Rago, dont c'est le premier Tech Hebdo. Je vous demande de l'applaudir comme il se doit devant votre télé, devant votre smartphone ou votre tablette. Salut Julie. Bonjour. Comment ça va Julie Rago? Eh ben, ça va super, et vous? C'est la première. C'est la première. Voilà, j'espère pas la dernière. Mais bien sûr, tout va bien se passer. Jérôme, c'est le roi des bisutes. Donc, on va voir ce qui va se passer. Oula. Et Raphaël Grabli en face de nous. C'est la première aussi. Quel menteur. Alors là, non, ça, c'est pas vrai. Il essaye de se rajeunir. Attention, parce que si tu commences à balancer des fake news qui vont aller sur Twitter, ça va pas faire plaisir à Elon Musk. Ça va passer maintenant, a priori. Non. Bon, justement, dans l'actu, on va revenir sur les derniers rebondissements, Jérôme, concernant Twitter. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec un certain Elon Musk. Ça y est, il a les clés de la maison et il commence à distiller quelques petites informations de ci, de là, Raphaël. C'est un peu du management participatif, j'ai remarqué. C'est-à-dire qu'il dit, j'ai envie de changer ça, qu'est-ce que vous en pensez? Ou alors, quand on l'interpelle sur Twitter, c'est un peu le bureau des plaintes. C'est-à-dire que il y a des internautes qui disent j'en ai un peu marre de cette fonction, est-ce qu'on peut pas modifier ça? Il dit OK, c'est bon, je m'en occupe. Donc c'est assez étonnant. Bon, après, il dit je m'en occupe, on ne sait pas encore s'il va s'en occuper. Mais c'est vrai qu'en fait, là, on passe à la deuxième étape. Il y a eu le rachat, il y a eu les débats qui ont lieu sur les grands principes, la liberté d'expression, etc. Et puis maintenant, on passe au concret. Et j'ai envie de dire un peu le plus intéressant, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est quoi les nouvelles fonctions? Parce que Elon Musk, on a beaucoup parlé de lui sur le thème de la liberté d'expression, libertarien, etc. Mais il y a quand même un truc qui, je trouvais, très intéressant, c'est qu'il a envie de faire bouger les choses, et d'apporter, pour le coup, plein de fonctions et d'évolutions techniques. Ça, c'est intéressant. Et alors, c'est vrai que ces dernières heures, on a vu plusieurs grands thèmes comme ça. Alors, il a été interpellé par un internaute qui disait « J'en ai un peu marre des 280 caractères, j'aimerais bien pouvoir faire plus long ». Et il a dit, OK, on va y réfléchir. Après tout, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Ça fait 5 ans qu'on dit la même chose, nous. Et oui, parce que ça fait 5 ans. Moi, j'ai dit que j'en avais marre du compte de Jérôme Colombin. Il m'a dit, OK, on va réfléchir. Exactement, je veux dire ça. Donc ça, c'est cool. Mais ça fait 5 ans qu'on a 280 d'ailleurs, parce qu'en 2017, avant, on était à 140. 140. Quand on est passé de 140... Qui était, on va dire, le message type des SMS. Des SMS, exactement. À l'époque. Des SMS. Quand on est passé à 280, c'était la révolution. On s'est dit, ça va devenir n'importe quoi, ça va être illisible. Bon, on s'est très bien habitué. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que Elon Musk va élargir la quantité de caractères? Est-ce qu'on va être au double? Ou est-ce qu'il n'y aura plus de limite à ce moment-là? Effectivement, on peut se poser la question quand même de la mise en page et de la présentation de tout ça. Il y avait ça, et puis il y a le suivi. Il y aura un bouton suite à chaque fois. Voilà, mais bon... on n'en est pas là, Exactement. Mais en tout cas, ça montre qu'il est ouvert à faire sauter cette barrière des 280 caractères. Il y a un élément... Et des vidéos aussi. Et des vidéos aussi qui passeront normalement à plus de 2 minutes 20. Aujourd'hui, elles sont limitées à 2 minutes 20, 10 minutes pour les comptes un petit peu plus importants, les marques, etc. Mais c'est vrai que là, on pourrait aller au-delà de 2 minutes 20, qui est quand même une limite assez restreinte, on va dire. Mais c'est vrai qu'aller au-delà, ce serait pourquoi pas une bonne idée. Après, reste à voir si ça pourrait aller à plus de 10 minutes, plus que ça ne l'est déjà. Qu'elle s'appelle YouTube. Un peu, ouais. Un peu, ouais. Sachant que, entre nous, le player de Twitter, va falloir le rebosser aussi, parce qu'il est quand même sacrément pourri. En termes de management, dans les paramètres, sur la qualité de la vidéo, on ne peut absolument rien faire. Le player de Twitter, il n'est pas terrible. Mais là-dessus, je pense que Elon Musk... alors,
c'est très difficile de savoir. Il y a une tonne de rumeurs toutes les 2 secondes. Il y a 50 000 rumeurs qui sortent. Et c'est vrai qu'on a vu passer des messages qui expliquaient que, en gros, tous les développeurs allaient être plus ou moins convoqués dans le bureau du nouveau boss pour voir s'ils étaient suffisamment bons ou pas. Et je pense qu'il va y avoir un vrai gap technique et qu'il va falloir montrer qu'on a un bon développeur, un très bon développeur. Ça doit raser les murs chez Twitter en ce moment. Au-delà de ça, ça ne doit pas être très sympa. Est-ce que cette fonctionnalité de modifier son tweet comme ça est toujours d'actualité ou pas? Alors, oui, parce que sous l'ancienne direction, c'était quelque chose qui était ouvert, qui n'était pas tabou. Ça s'est ouvert, en fait, paradoxalement. Ce qui est marrant, c'est que Jack Dorsey disait ça n'arrivera jamais. Et puis Jack Dorsey est parti. Et puis la nouvelle direction est arrivée il y a à peu près 1 an. Et ils ont dit oui, on n'est pas totalement fermé au fait d'éditer les tweets. Et puis finalement, ce qui est assez rigolo, c'est que dès qu'Elon Musk a commencé, on ne va pas revenir sur l'histoire, mais en gros, au début du rachat d'Elon Musk, donc vraiment au début du printemps, Twitter a dit on va permettre d'éditer les comptes. Et donc là, c'est en train de s'étendre petit à petit. Il y a eu des versions bêta. Maintenant, ça a été étendu à ceux qui ont Twitter Blue, il me semble. Donc c'est en train d'arriver. Il n'est pas disponible en France. Et probablement, et Elon Musk étant favorable à ça, probablement que ce qui devait de toute façon arriver va arriver encore plus rapidement. Et c'est vrai qu'à mon avis, l'édition des tweets, ça va être vraiment étendu à tous les internautes, à tous les utilisateurs, probablement dans les prochaines semaines. Petite révolution, ça, c'est une grosse révolution, effectivement. Raphaël, Julie, il y a aussi autre chose, c'est qu'on sait qu'il veut en faire un peu une machine à cash, ce que n'est pas vraiment Twitter aujourd'hui. Et donc, l'info ou la rumeur, je ne sais pas, ce serait de faire payer le fameux petit point bleu que certains ont sur leur compte et qui est la certification Twitter. Oui, là, c'est une rumeur qui vient du média The Verge. En fait, ils voudraient faire payer les comptes certifiés $20 par mois pour pouvoir garder leur badge bleu. Et puis, ceux qui voudront être certifiés dans le futur devront aussi payer ces $20 par mois. Et en fait, ce qu'on a appris également, c'est que les détenteurs déjà du badge bleu auront 90 jours pour payer. Auquel cas, s'ils ne le font pas, ils perdront leur badge bleu. Donc c'est un vaste débat et ça montre que ça va être une usine à cash. Mais on payera pourquoi, en fait? Justement, moi, c'est un peu la question que je me pose. C'est-à-dire que là, dans la certification, ce n'est pas une option, la certification. C'est simplement une mesure de lutte contre les fake news. C'est la certification d'une personnalité qui c'est simplement derrière une son compte Twitter, en fait. D'une personnalité. Pour dire cette personne, cette personne, c'est absolument pas un soutien de la part de Twitter. Souvent, on dit, mais telle personne, elle est pas d'extrême droite, d'extrême gauche, elle est avec les stars, etc. C'est simplement, en fait, la certification, actuellement, c'est une mesure contre l'usurpation d'identité, mais elle n'est pas ouverte à tout le monde. Elle est ouverte uniquement à une certaine catégorie d'utilisateurs, les hommes, les femmes politiques, les journalistes, les stars. En gros, tous ceux, finalement, qui sont sujets à des possibles usurpations d'identité. Et donc, entre guillemets, il y a un côté un peu intérêt public à cette certification. Et là, c'est vrai que ce que tu disais, Julie, c'est que ça va devenir vraiment une partie business, c'est-à-dire que tout le monde pourrait être certifié, à condition, 1, de payer, et 2, évidemment, derrière, d'envoyer sa carte d'identité pour être authentifié. Mais ce serait une avancée, qu'on doit envoyer sa carte d'identité en termes de... C'est déjà le cas pour ceux qui sont certifiés. Pour être certifié, on doit envoyer il faut envoyer sa pièce d'identité. Moi, j'ai dû envoyer ma pièce d'identité ou ton permis ou ce que tu veux. Mais par contre, ce qui est quand même, je trouve, intéressant et qui est un peu problématique aussi, c'est de se dire que ceux qui sont déjà certifiés, mais qui ont été certifiés simplement parce qu'ils ont un profil un peu plus sensible. Je pense évidemment aux journalistes, mais pas forcément. Ça peut être plein y compris des politiques. Est-ce qu'on imagine que demain, si Emmanuel Macron se dit par principe, je ne vais pas payer Twitter, ne sera plus certifié? Ça n'a pas de sens. Donc il y a un côté. Et puis si tout le monde paye, la certification perd aussi de son sens. Parce qu'aujourd'hui, derrière la certification, il y a la garantie que je vais lire le tweet de Jérôme Colombin et que, il y a il y a une petite sélection aussi derrière la certification. Pour moi, je pense qu'il va y avoir c'est pas forcément le plus intéressant. Non, mais je pense qu'il va y avoir 2 niveaux de certification, à mon avis. Il va y avoir un point bleu, un point rouge. Et puis après, on vous mettra au orange. À mon avis, il va y avoir le premier niveau, style simplement identité confirmée, et le deuxième niveau, contre l'usurpation d'identité, où là, il ne faudra pas payer, parce qu'on imagine mal des présidents dire je paye $5 par mois à Twitter pour être certifié. Enfin, ça paraît hallucinant. Quand je dis un président, un politique, des députés ou des médias, ça n'a pas de sens. Enfin, il est capable de le faire quand même. Oui. Dans l'actualité aussi, évidemment, on suivra de près toutes ces évolutions qui s'annoncent passionnantes. Tu as raison, c'est vrai, ce qui va se passer dans les semaines qui viennent, ça va être passionnant. Dans l'actualité aussi, vous l'avez peut-être remarqué, il va falloir mettre
la main à la poche pour la plupart de nos services de streaming, notamment l'audio, qui augmente. Alors, Netflix c'est déjà fait, alors c'est pas de l'audio, mais voilà, même s'il y a un compte financé par la publicité, on en a déjà parlé. Spotify, visiblement, pourrait augmenter ses prix, mais c'est Apple Music, qui a décidé d'augmenter toutes ses offres. Alors, ça va de la musique à Apple TV, c'est pas que etc. C'est vraiment tous les services. Il y a tous les services d'Apple. Et puis, il y a vraiment toutes les plateformes audio. Il y a Deezer, il y a Apple Music, Spotify, toutes ont décidé d'augmenter leur prix ou alors vont le faire dans les mois à venir. Et puis, même les plateformes vidéo, on a Netflix, comme vous l'avez dit. Prime Video a augmenté ses tarifs le mois dernier. Et Disney Plus va augmenter aussi ses tarifs en décembre prochain. Donc, il y a vraiment une hausse globale des prix dans tous les services et ce n'est pas une seule plateforme qui décide de son côté, c'est vraiment global. Et c'est une augmentation sans contrepartie, on n'a rien de plus. Ah non, du tout. Tu as le droit de payer plus. Juste un petit peu moins d'argent, c'est ça la contrepartie. Voilà. Finalement. Moi je vais faire pareil, je vais augmenter mes tarifs. Oui, c'est ça. Ouais, non, Raphaël, qu'est-ce que tu... Oui, mais de toute façon, c'est un peu l'histoire de tous ces services de streaming. Exactement. En fait, il y a deux éléments. Il y a la partie boîte américaine versus marché européen qu'on a vu. C'est-à-dire que l'euro a baissé, donc il faut payer, il faut facturer plus en euros. Mais comme tu dis, de toute façon, en fait, c'est inhérent au marché pour une raison simple. C'est que des boîtes maintenant comme Netflix ont accumulé des utilisateurs, puis maintenant, il faut être le plus rentable possible. Alors, Netflix est déjà rentable, mais maintenant, il y a aussi les investisseurs qui disent augmentez votre marge de rentabilité. Et puis, dans la musique, il y en a qui ne sont pas du tout rentables. C'est-à-dire Spotify, c'est un monstre en termes de nombre d'utilisateurs. Je crois qu'on est quasiment à 200 millions d'utilisateurs payants. Mais Spotify ne gagne pas d'argent. Et Spotify a perdu, je crois, 160 millions de dollars, 166 millions de dollars sur le dernier trimestre. Donc, en fait, là, ce n'est pas une question de taux de change, mais une question de crise, c'est simplement. D'abord, on engrange des utilisateurs, et puis ensuite, on fait payer ces utilisateurs une fois qu'on les a bien habitués à nos services. Et là, je crois que quand on parle de Netflix et Spotify, de l'audio, du streaming audio et vidéo, en général, on est tellement habitué qu'on va payer. La seule question, c'est qu'est-ce qu'on va arbitrer ? Qu'est-ce qu'on va couper ? Parce que j'ai fait un petit calcul, je crois que si on utilisait en gros Spotify, Netflix, alors je prends des comptes familiaux, donc avec les comptes à 17 €, etc., un petit Amazon Ligue 1, etc. En gros, avec le petit abonnement fibre, on est à 100 € par mois pour l'ensemble, on va dire, des loisirs, c'est-à-dire... séries, mais on va plus au cinéma, il n'y a plus de redevances télé. Non, mais oui. Mais en tout cas, c'est un budget important. Et donc, ce qui va se passer, je pense qu'on le sait tous autour de la table, c'est-à-dire que les gens vont arbitrer, des services vont disparaître. Et puis, avec le volume, certains, on s'abonnera simplement à moins de services, mais ces services auront peut-être un catalogue plus grand. Ouais. J'ai du mal à penser qu'un Universal+, un Paramount+, qui arrive là dans les semaines qui viennent en France. Il y a HBO Max qui arrivera l'année prochaine. S'ils sont rentables, tant mieux pour eux. J'ai du mal à penser que parmi ces services, il n'y en a pas un ou plusieurs qui finissent par dire bon, on arrête nos frais, notre catalogue, on le file à Netflix, et puis oui, il y a de la consolidation sur le marché. Ben oui, il va y avoir de la consolidation. Et ce qui est terrible, c'est que ce ne sont que des géants américains, quoi. Il y a Salto aussi. Il n'y a pas de Français, Salto qui, d'ailleurs, héberge de plus en plus de contenu américain aussi. C'est ça qui est rigolo. C'est ça, exactement. Ils ont beaucoup de séries américaines. Spotify, c'est un Suédois. Oui, c'est suédois. Spotify, c'est suédois. Non, il y a Spotify et Deezer, quand même, en France. Les deux plus importants en streaming musical. Aussi, si on veut être et il y a Qobuz qui est pas mal aussi. Je ne sais pas comment ils sont financièrement. Mais en France, on utilise quand même deux services européens, dont un français. Donc non, c'est pas... Alors, sur la vidéo, c'est plus compliqué parce qu'on ne parle pas des mêmes budgets. Ouais. C'est un peu plus compliqué, effectivement. Ouais. Julie, dans l'actualité aussi, alors ça va ravir tous les fans de jeux vidéo. Après 2 ans d'absence, la Paris Games Week revient. Et ça va être la fête du jeu vidéo toute cette semaine. Carrément. En fait, là, c'est depuis 2019, il n'y avait pas eu de Paris Games Week. Et donc, ça revient dès mercredi 2 novembre jusqu'au 6 novembre à Paris, porte de Versailles. Ça va être donc cette première. Et donc, ils l'ont nommé Restart, redémarrage en français. Et donc, pour l'instant, ça a été énormément réduit, la taille du salon. Ça va être que 48 000 m² du hall 1 du parc des expositions. Il y a 117 exposants qui ont été annoncés. Et ça va être le premier salon du jeu vidéo mondial à réunir Xbox, PlayStation et Nintendo au même endroit. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez vaste. Il y aura 32 acteurs français du jeu vidéo, ce qui est quand même une belle performance.
Et on aura aussi beaucoup de choses axées sur l'éducation, sur les jeunes, avec une Paris Games Week Junior. En fait, ça va être dédié à la découverte pour les plus jeunes. Il y aura des ateliers pour aider pour le français, pour les langues, pour les mathématiques à travers les jeux vidéo. Et il y aura aussi des ateliers pour sensibiliser enfants et parents sur un peu les bons gestes à adopter sur Internet, la sécurité, la prévention pour, par exemple, la pornographie, etc. sur Internet. On aura aussi beaucoup de sujets sur la place des femmes dans le jeu vidéo. C'est un vaste sujet en ce moment avec les récentes polémiques qu'il y a en ce moment sur les streameuses françaises, etc., le harcèlement. Ça va être une grosse part aussi des conférences qui auront lieu à la Paris Games Week. Et puis aussi un petit peu plus étonnant, on aura une grande place à accorder aux seniors. Il y aura un tournoi senior avec un tournoi de Wii Sport, le jeu à l'ancienne de la Nintendo de Wii, où on aura des seniors qui participeront à des parties de bowling. Et donc, il y aura un tournoi. Pardon ? Tu vas pouvoir y aller ? Nico, pardon ? J'entends pas. C'est cool tout ça. Moi, je trouve ça génial. Honnêtement, je suis totalement fan de la partie senior. J'espère qu'on va pouvoir y aller, qu'on va pouvoir filmer ça, parce que je crois que j'ai vu, il y a Marcel, 95 ans. Marcel, 95 ans, si je dis pas de bêtises, qui sera sur place. Il joue à quoi ? Qui joue au bowling. Ouais. Et à mon avis, il doit nous mettre la fessée. Non, mais en vrai, et en fait, ça me fait penser à une étude du CEL, justement, le syndicat des éditeurs de logiciels, qui est sorti la semaine dernière, qui explique en fait que la moitié des seniors, les seniors c'est plus de 65, jouent en fait aux jeux vidéo. Alors évidemment, ils ne jouent pas forcément à Call of, ils jouent aux jeux sur mobile, à la Wii, etc. Mais bon, la moitié joue aux jeux vidéo. Cool. Et donc les jeux vidéo, voilà, on passe encore un autre cap. Il paraît qu'il y a de plus en plus de personnes âgées qui testent la VR et prennent du plaisir aussi à jouer à certains jeux. Oui, mais d'ailleurs la Wii, quand on parle de Wii bowling, c'est aussi pour la motricité. On imagine bien que c'est un intérêt pour les personnes vraiment âgées qui ont besoin de travailler leur motricité. Donc vraiment, on va regarder ça de très près parce que je trouve que c'est vraiment sympa. Voilà, Paris Games Week, ça ouvre mercredi. Mercredi 2 jusqu'au 6 novembre à Porte de Versailles à Paris. Merci beaucoup Julie. Eh bien voilà, première de Julie, parfait, nickel. Merci. À bientôt pour la deuxième. À bientôt. Julie Rago, donc journaliste à Tech & Co, et puis Raphaël Grabli, rédacteur en chef adjoint de Tech & Co. Merci Raphaël. Merci à vous. Merci à vous deux. Jérôme, il est temps de retrouver notre rendez-vous Tech Care. Oui, François, et pour notre rendez-vous Tech Care, nous recevons Guillaume Talon, président d'une société qui s'appelle Bit Health. Voilà. Bonjour. Bonjour Guillaume, merci d'être avec nous. Président de Bit Health, et vous êtes aussi docteur en sciences du mouvement humain. Alors, vous êtes avec nous pour nous parler en fait de ce que vous faites, comment la tech peut permettre aux patients atteints de la maladie de Parkinson de mieux vivre leur maladie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites ? Oui. Tout à fait, chez Bit Health. Donc, historiquement, c'est un projet de recherche européen. Et on a créé l'été dernier une jeune entreprise universitaire. Et en fait, on se sert de la musique et du rythme pour aider les personnes, et notamment dans le cas de la maladie de Parkinson, à mieux marcher. En fait, ça fait une dizaine d'années qu'on étudie ces phénomènes et qu'on s'est rendu compte qu'il est possible d'améliorer les tâches rythmiques, telles que la marche, mais ça marche aussi sur l'élocution, par exemple, grâce à de l'indissage auditif. Et donc, on fait écouter aux personnes une musique et ça va permettre d'aider leur marche. D'accord, donc en fait, il s'aide avec le rythme, quoi. C'est comme quand on court en rythme sur la musique. C'est exactement ça. En fait, le principe est exactement le même. Nous, on l'applique dans le domaine de la santé, mais il y avait une part du projet européen dans lequel on l'appliquait pour la course à pied. Et d'ailleurs, depuis 2015... l'écoute de musique est interdite par les fédérations d'athlétisme pour valider des records. Nous, on utilise exactement le même principe de synchronisation audiomotrice. Les gens vont synchroniser leur course ou leur marche, dans le cas de la maladie de Parkinson, à la musique. Et en fait, ce qu'on propose, ce qu'on a montré, c'est qu'il faut que ce soit le bon type de musique et donc la bonne cadence, le bon tempo de musique qui soit envoyé à la personne. Et ça, c'est quelque chose de très individuel. Et donc, nous, on envoie spécifiquement la musique qui est adaptée pour la personne et aussi en temps réel, c'est-à-dire au fur et à mesure de la marche de la personne, la musique va être potentiellement tordue, adaptée. Si la personne ralentit, on va changer de musique vers une musique plus lente. Et puis, la tendance naturelle de l'application va évidemment être à l'accélération de la musique pour inciter les personnes à marcher plus vite. Et c'est donc le fait d'accélérer le fameux BPM, c'est ça qui rythme en fait la musique ?
Tout à fait. C'est le BPM de la musique qui va être très important. Et donc, nous, on a deux petits capteurs qui sont... par minute, en fait. Exactement. Et on a des petits capteurs qui sont placés aux chevilles. Donc, dans un premier temps, l'application va analyser, en fait, le rythme de marche de la personne. Et ensuite, notre algorithme breveté va permettre d'envoyer la musique spécialement adaptée à la cadence de marche de la personne. D'accord. Mais c'est pas un petit peu curieux si vous changez de musique en cours de route? C'est-à-dire, c'est quoi? Vous passez sur un autre morceau ou c'est de la musique qui accélère? Oui, et puis c'est quel type de musique aussi que vous diffusez? Alors, en fait, la musique, les patients vont avoir le choix. On va pouvoir sélectionner différents styles musicaux. Et puis après, la musique, en fait, va potentiellement se tordre un petit peu, mais dans un certain délai et dans un certain seuil, c'est-à-dire que dès qu'on dépasse 5 à 10% de la musique, et auquel cas ça deviendrait audible, c'est à ce moment-là qu'on change de musique. Voilà. Ah, vous allez ralentir le morceau, en fait, c'est ça, ou l'accélérer, mais pas énormément, parce qu'après, évidemment, ça ne ressemble plus à rien. C'est ça. Et en fait, comme on est adapté, comme la distorsion se fait en fonction des besoins de la personne, c'est quand même relativement lent. Au fur et à mesure, et donc là, généralement la personne peut aller suffisamment loin dans le morceau avant que ça change de musique, tout à fait. Alors vous avez développé une application qui s'occupe de ça, donc qui utilise l'algorithme dont vous parliez, mais c'est utilisé dans un cadre médical ou on peut l'utiliser chez soi? Alors, nous, on a mené les études cliniques, donc ça a été utilisé et validé dans un premier temps dans le cadre d'une étude clinique. On inclut toujours aujourd'hui, on est en train de mener une étude de grande échelle chez près de 400 patients. Donc, il y a encore les centres experts Parkinson, notamment, qui incluent certains patients pour valider à plus grande échelle l'effet que peut avoir notre application. Mais en fait... Oui, c'est encore expérimental, malgré tout. Voilà, mais en fait... avant même la fin de cette étude, on a lancé la commercialisation parce que les patients qui étaient dans le programme, donc on évalue leur marche initialement, ensuite on leur fait un programme où ils marchent 5 fois par semaine, 30 minutes, et puis à la fin, on réévalue la marche au bout d'un mois. Et les patients, quand on leur disait à la fin du mois de réentraînement, on va vous récupérer le dispositif parce qu'il faut qu'on le mette à d'autres patients, certains nous ont dit, mais vous ne vous rendez pas compte les effets que ça a sur ma marche, moi je voudrais le garder. Ah ouais. Et donc, c'est comme ça. Quand il y en a eu un, les 5 premiers, on leur a laissé. Et puis, quand on s'est rendu compte que c'était 10, 15, 20, on s'est dit, en fait, il faut qu'on lance la commercialisation très rapidement de ce dispositif qui améliore vraiment la qualité de vie et la marche des gens. Alors, donc, il faut un capteur malgré tout accroché à la jambe, c'est ça? Tout à fait. Et un smartphone? C'est ça. On a 2 petits capteurs aux chevilles, un smartphone et des écouteurs filaires de préférence pour éviter les délais, puisque nous, on travaille sur la synchronisation. Voilà, c'est ça, oui. C'est vrai que le Bluetooth, ça ajoute toujours un petit temps de latence. Tout à fait. D'accord. Et vous observez des améliorations qui durent dans le temps, ou il faut continuer à utiliser l'application, ou une fois qu'on peut arrêter de l'utiliser au bout d'un certain temps? Alors, aujourd'hui, nous, ce qu'on a montré dans l'étude clinique, c'est qu'un programme d'1 mois permet d'avoir des bénéfices. Après, quand on évalue la marche en initiale et en terminale, les personnes n'ont pas l'application en temps réel. Donc, il y a potentiellement un effet de plasticité cérébrale qui fait qu'on va pouvoir bénéficier de l'effet sur un peu plus long terme. On n'a pas encore fait les études nécessaires pour voir comment se fait la décroissance et combien de temps ça va perdurer, mais on évalue aujourd'hui en parallèle de l'étude, on fait de l'IRMF, donc l'imagerie résonance magnétique fonctionnelle, pour justement évaluer la plasticité cérébrale qui est permise. Merci beaucoup Guillaume Talon, merci d'être passé par le plateau de Merci à vous de nous avoir pour ce texte très intéressant. Passionnant. Jérôme, avant de se dire au revoir, j'aimerais bien qu'on fasse un petit point sur en fait, le grand événement que nous sommes en train de vivre sur toute la plateforme Tech & Co et notamment sur la chaîne Tech & Co. Si vous nous suivez, ce sont les Labo Weeks. Les Labo Weeks, vous le savez, si vous êtes un habitude de la chaîne, c'était déjà le cas l'année dernière, on vous invite et on vous conseille pour que vous puissiez bien choisir vos produits high-tech d'ici la fin de l'année avec toute une panoplie de programmes. Et oui, avec des émissions. Alors, le tour de la question, que vous pouvez retrouver, qu'on vous présente avec nos invités. Et TV, vidéo, audio, objets connectés, PC gaming, smartphone. Ah, tout y passe, tout y passe. Et à chaque fois 52 minutes en plus. Et en plus, on essaye au passage de vous expliquer des technologies pour mieux choisir précisément les produits dont vous pouvez avoir besoin. Et parmi ces technologies, il y en a une que nous utilisons tous, évidemment, c'est le Wi-Fi. Oui, et d'ailleurs, on est en plein dans cette semaine des Labo Weeks, des objets connectés, et on va parler du Wi-Fi maintenant. Et parmi tous les programmes que vous pouvez retrouver tout au long de la journée sur la chaîne Tech & Co, il y a ce programme Vrai ou Faux, et on s'intéresse au Wi-Fi 7 avec Lionel Costa. Wi-Fi 7. Le Wi-Fi, qu'est-ce que c'est? C'est ce réseau que nous utilisons depuis une vingtaine d'années, le réseau sans fil.
Alors, avant ça, évidemment, on se baladait tous avec des câbles réseau pour connecter les ordinateurs et les périphériques ensemble. Ça, c'est vraiment de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, dans le commerce, vous allez voir des ordinateurs en Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 5. Le Wi-Fi 7, c'est vraiment ce qui est en train d'arriver, mais qui n'est pas encore là. Qu'est-ce que ça va changer à notre utilisation? Grosso modo, plus de vitesse, un temps de latence réduit et plus précisément, un grand intérêt pour les zones très denses. On a tous été dans un restaurant, un café avec un Wi-Fi partagé. Le Wi-Fi partagé, c'est génial si on est seul. Mais si on est plusieurs, on est vite saturé avec très peu de bandes passantes. Le Wi-Fi 7 promet une largeur de bande plus grande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus de gens pourront se connecter en même temps, avec un codage un peu plus complexe, mais en plus auront un accès plus rapide. Ce qui fait que ce réseau-là ne sera pas saturé, il n'y aura pas d'embouteillage dans le réseau. Comment bénéficier du Wi-Fi 7? Alors déjà, d'un point de vue domestique. Chez soi, on a tous, à peu près tous, des box qui délivrent du signal Wi-Fi. Mais quelle est la norme du Wi-Fi qui est diffusé? Observez chez vous. Vous allez avoir du 5, peut-être du 6 si vous êtes chanceux, et peut-être même vous aurez du 4 si elle est ancienne. Donc c'est-à-dire que le Wi-Fi 7, bon, pour vous c'est encore très très loin. Les ordinateurs qui sont vendus aujourd'hui ne sont même pas tous encore compatibles Wi-Fi 6. Donc ça va changer quelque chose dans quelques années, c'est un petit peu comme tout, ça va évoluer avec le temps, ça va remplacer les normes précédentes, mais ce n'est pas pour tout de suite. Est-ce que vous devez équiper toute votre installation en Wi-Fi 7 ? Pas forcément et je pense pas pour le moment. Pourquoi? Parce que déjà les équipements ne sont pas sur le marché et que vous avez largement le temps de faire évoluer vos équipements les uns après les autres, puisque de toute façon, quand le Wi-Fi 7 arrivera, il sera compatible avec vos installations précédentes et antérieures. Donc, vrai ou faux, est-ce que le Wi-Fi 7 est utile? Oui, plus tard, pas pour le moment. Voilà, le Wi-Fi 7, le Wi-Fi du futur. Oui, qui arrive, si tout va bien, l'année prochaine, fin d'année sans doute. Et là, on en est au Wi-Fi 6E, qui est la dernière itération. Voilà, tous ces programmes à retrouver. Vous avez aussi un programme très sympa qui s'appelle le Tête à Tech, où les marques vous parlent et vous expliquent leurs nouveautés, présenté par Miguel de Rennes, avec des marques comme Oppo qui sont là, mais aussi Honor, TP Vision, etc., etc. C'est très intéressant. On vous invite à les découvrir, ces programmes. C'est la fin de ce Tech Hebdo. On était ravis de passer à nouveau cette demi-heure avec vous, comme chaque lundi soir. Et on vous retrouve, eh bien, écoutez, vous ne serez pas surpris, lundi prochain. À très vite, merci de nous suivre. Salut à tous.